Salut tout le monde et bienvenue dans le Trail qu'on aime, le podcast des passionnés de trail. Je suis Alexandre Viol, animateur du podcast et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode qui s'annonce riche et passionnant. Sans plus attendre, laissez-moi vous présenter l'équipe de passionnés qui va m'accompagner aujourd'hui, à commencer par celui qui est devenu champion de France Master 1 de course en montagne, un titre anecdotique aime-t-il bien nous dire, mais un titre quand même, qu'il est d'ailleurs allé fêter à Ibiza avant de filer sur l'île de La Palma. Nicolas Martin, comment ça va ? Et salut à tous, et oui, en pleine forme en direct de l'île de La Palma où je reviens 9 ans après ma dernière participation à la Transvulcania, et cette fois-ci pas pour courir mais pour faire l'assistance des athlètes de Brooks et aussi d'autres amis du trail présents sur la course. Et j'ai notamment filé un petit coup de main à Blandine Hirondelle au sommet de l'île, au roquet de Los Muchachos. Et puis sinon, bonne récup du France de montagne où j'ai pris un plaisir immense et puis un petit plaidoyer du coup pour ces courtes distances qui permettent de s'amuser autant que les longues. J'ai fait l'enchaînement vertical où j'ai fini deuxième à moitié de classement le vendredi, et puis une anecdotique, comme tu as dit, 32e place, et plus la place au scratch qui fait dire que le titre n'a pas une très grande valeur. Si j'avais fait top 10, ça aurait été un peu différent, mais j'ai pris énormément de plaisir à me batailler avec mes moyens du moment. Tu seras accompagné par celle qui a vécu de l'intérieur l'événement le plus dense de ce début de saison en participant à son premier gros objectif de l'année. Margot Lemap, comment ça va ? Hello tout le monde, écoute, j'ai encore des étoiles plein les yeux là, je viens de vivre un truc vraiment fort sur l'île de La Palma. Je suis là encore jusqu'à jeudi pour profiter. Après c'est la fin des vacances mais bon, c'était vraiment une trop belle expérience. Donc les batteries sont rechargées pour rentrer à la maison et travailler fort maintenant. Celui qui investit toujours plus de temps et d'argent pour nous proposer des vidéos YouTube toujours plus qualitatives, Mathieu Delpech, comment ça va ? Ça va bien. En effet, nouvelle vidéo en ligne, le récit de course du Ventoux by UTMB, réalisé par Guillaume Salem. C'est pas juste un récit de course, mais c'est une véritable immersion dans un week-end entre potes. On voit notamment Alexandre Viol à l'image, attention. Des images incroyables de la course par Guillaume. On a aussi une petite interview de Thomas Butès qui confirme sa forme de début de saison. Et enfin, j'y tenais aussi à porter un peu de recul et d'analyse sur cette contre-performance, on peut le dire, pour essayer de repartir quand même avec des apprentissages. Donc si vous l'avez pas encore vu, c'est en ligne sur YouTube. Et sinon, de mon côté, tout roule. J'ai bien repris l'entraînement en vue du 90 du Mont Blanc. Ça fait plaisir de ressortir faire du raid et de la montagne avec des bâtons, même si les sensations de bâtonnage efficace ne sont pas encore là, mais ça va venir. Enfin, celui qui retrouve les joies des sentiers depuis quelques semaines après son aventure sur la route, Théo Robin, comment ça va ? Tout va bien. Après un week-end de fête pour les 30 ans d'un pote où j'étais déguisé en une magnifique banane, je vais pas vous mentir, ça fait du bien de penser en tout cas à autre chose que le trail et à l'entraînement. Mais sinon, ouais, ça fait clairement très plaisir de retrouver les sentiers, de partager des longues sorties avec des potes, sortir les bâtons, je vais pas vous mentir, marcher en bosse, c'est plutôt ce qui correspond à mon niveau. Et puis voilà, j'ai hâte que les sentiers un petit peu plus haut se délaissent de la neige et qu'on puisse y monter, ça sera le top. N'oublions pas l'animateur de ce podcast, celui dont l'académie de Petit Colibri a bien brillé ces dernières semaines et qui, tenez-vous bien, veut nous faire croire qu'il a gagné des courses en franchissant la ligne et en 3e position. Alexandre Viol, raconte-nous tout ça. Tout va très bien, très content de vous retrouver après 2 week-ends bien denses. Tu l'as dit, la très belle performance des Colibris là depuis quelques semaines, et notamment sur les championnats de France de course en montagne à Gap où j'étais présent, un événement que j'adore et auquel je participe chaque année, que ce soit en tant que coureur, en tant qu'observateur. Et cette année, j'ai eu la chance en plus de commenter en direct sur 8 Mont Blanc l'événement. Et d'ailleurs, cet événement où j'avais pu assister dès le vendredi à la sélection d'une Colibri, Charlotte Bringuier, sur la montée sèche où elle a terminé 2e. Et puis à la fin du week-end, on a aussi appris une autre belle surprise puisque Flavien Brulin, le 2e junior de l'académie, va avoir un rôle de remplaçant auprès de l'équipe de France. Et ça lui permettra donc de participer au stage de préparation que l'équipe de France organise cette semaine d'ailleurs, à l'heure où on enregistre. Donc voilà, ça confirme les bons choix de recrutement et surtout sportivement, je veux dire, les bons choix et surtout humainement parce que c'est aussi deux très belles pépites. Et puis effectivement, le deuxième week-end bien dense, celui que j'attends avec une énorme impatience chaque année, la Pastourelle, encore sur mon petit nuage du week-end et la victoire sur cette course de cœur, sur le format 60 km, même si effectivement, tu l'as dit Mathieu, j'ai passé la ligne en 3e position, mais grâce aux règles de la course qui ne permettent pas le cumul des récompenses. J'ai malgré tout, en terminant 3e, gagné 60 km puisque les 2 premiers qui étaient Loïc Roland et Guillaume Tiffen participaient eux au challenge, donc ils ne comptaient pas dans le classement du 60 km. Pour une fois, je suis bien content de
de jouer avec la règle et en tout cas ça me permet officiellement dans mon palmarès de compter une victoire sur le 60 km auquel je participais pour la première fois. On a eu des conditions exceptionnelles. Plus personne ne pourra dire qu'il fait toujours mauvais dans le Cantal. Il faut juste bien choisir son créneau. En tout cas, une course magnifique, comme chaque année, dans une ambiance vraiment festive et conviviale comme d'habitude, et puis avec des parcours vraiment somptueux. Le 60 km, c'est un parcours très exigeant et un vrai parcours de montagne à ne pas sous-estimer. J'invite toutes celles et ceux et tous les curieux à venir découvrir ça, que ce soit en course ou en mode touriste. Et puis cette pastourelle, c'était surtout l'occasion pour Valentin Orange, qui sera l'un de mes deux vidéastes sur mon projet de film, de réaliser des images du plus beau pays du monde. Et je peux vous dire que les images vont être magnifiques. Et d'ailleurs, je termine, pour celles et ceux que ça intéresse, j'en profite pour vous dire que la cagnotte en lien avec le financement participatif que j'ai lancé il y a quelques semaines se termine le 20 mai, dans un peu moins de 10 jours. Donc n'hésitez pas à aller donner de la force à ce projet. Toutes les infos et les liens sont en bio sur ma page Instagram. On va mettre les liens en description évidemment. Avant de te laisser nous donner le programme, Alex, on rappelle une fois de plus que vous pouvez nous suivre sur Instagram pour ne rien rater des extraits du podcast. Je rappelle aussi la présence des timecodes en description si une partie vous intéresse plus qu'une autre. Évidemment, on ne pourrait pas faire tout ça sans nos partenaires annuels, donc merci à Brooks, la marque d'équipement de running et trail, et aussi à UpTrack, la plateforme de streaming sport et aventure. Le code LTQA est évidemment là pour vous faire bénéficier de 3 mois offerts sur l'abonnement annuel, comme toute l'année, donc toutes les infos encore une fois en description. Et enfin, la façon la plus simple de nous soutenir, c'est de partager ce podcast autour de vous ou de nous noter sur vos plateformes d'écoute. Merci d'avance. Sans plus attendre, Alex, on va parler de quoi aujourd'hui ? Les amis, au sommaire de ce nouvel épisode, on débutera par les traditionnelles actus du LTQA avec la perf qu'a retenu chaque membre de l'équipe et un débrief plus approfondi de l'événement du week-end que nous avons retenu. Aujourd'hui, on s'attardera sur les championnats de France de course en montagne et sur la Transvulcania. Dans la foulée, nous recevrons celui qui a réalisé une performance majuscule sur cette grande classique espagnole, Damien Humbert, le Jurassien originaire du petit village de Giron, viendra nous raconter comment il a réussi à faire trembler quelques-uns des plus grands coureurs internationaux. On poursuivra avec le retour du jeu du Qui suis-je, où je vais me faire un plaisir de tester la culture trail de l'équipe. Puis on terminera, comme à l'accoutumée, par nos recos de la quinzaine by UpTrack. Un programme bien dense, fait avec amour et passion. Le trail qu'on aime, épisode 43. C'est parti. Jingle. Le trail qu'on aime, épisode 43. Magnifique. Allez, on démarre, comme vous en avez l'habitude, par les perfs qu'ont retenu chaque membre de l'équipe sur ces deux derniers beaux week-ends de compétition. On démarre tout de suite avec la perf de Nico. Allez, moi je pars sur les championnats de France avec la perte de Nelly Clément pour son retour de maladie sur le championnat de France du dimanche, puisque malmenée le vendredi, où elle a terminé seulement entre guillemets 6e de la verticale, mais est ultra dominatrice le dimanche. Une petite stat pour les amateurs, Nelly a couru sur un chrono identique à Louis Régenas, 49e des élites hommes, donc un top 50 si les courses avaient été communes. Et puis un inoxydable Manu Messa en vertical qui court au niveau de Quentin Melleux. Vraiment inspirant à bientôt 46 ans, puisque je l'aviez vieilli il était à une dizaine de jours de son anniversaire. Donc bravo à Manu qui continue sa moisson de sélection d'équipe de France. Je crois que ce sera sa 23e sélection. Margot, ta peur du week-end ? Moi, je vais me retenir de parler de la Transvu parce que je crois qu'on va faire un petit débrief après, mais c'est vrai que ce qui s'est passé ce week-end, c'est complètement dingue. Mais du coup, ça me laisse le temps de parler de Cocodona et de Rachel Entrekin. Je pense qu'on a tous et toutes vu plein d'images circuler sur les réseaux, mais je sais pas si on se rend vraiment compte de ce que ça représente. Déjà, la course 250 miles, c'est 407 km, 12 000 mètres de dénive positif. Et elle a couru du coup en 56 heures, 2h30 sous l'ancien record, qui du coup était détenu par un homme. Et donc sur cette édition, le premier homme, c'est Kilian Kors en 57 heures. Donc elle a mis plus d'1 heure au deuxième coureur qui en plus s'avérait être un homme. Et autre petit point de comparaison, c'est Courtenay qui fait du coup deuxième femme, 6e au scratch en 61h58. Et ce que je trouve fou, alors Cocodona, je pense que c'est compliqué de vraiment se rendre compte de la perf parce que le 200 miles, c'est un événement dont on n'est pas vraiment habitué en Europe et c'est un sport carrément différent que les distances qu'on a l'habitude de voir chez nous. Mais ce que je trouve dingue pour Rachel, c'est sa polyvalence. Elle sort quand même, il y a à peine 7 semaines, une perf strato à Chianti où elle finissait 3e. 4 minutes derrière Ringfield où elle cotait à quasi 800 du coup.
Et enfin, je trouve que ça donne beaucoup de crédibilité du coup aux 200 miles, sans parler à la crédibilité que ça apporte au sport féminin en général. Donc voilà, c'était vraiment un truc moi qui m'a fait vibrer sur tout le long de la course. En plus, c'est hyper chouette de suivre ça parce que tu le suis littéralement pendant plus de 2 jours, donc c'est hyper haletant et je pense que ça fait bien parler et que ça va faire bouger pas mal de choses pour le sport féminin. Ouais, moi ce que j'ai noté c'était le retour de l'infatigable Andy Simons qui était du coup de retour à haut niveau en reportant haut la main le Grand Raid du Ventoux. Donc c'était le format 125 km et 5500 de D+, face à des concurrents très talentueux mais bien plus jeunes, Aubin Ferrari et Sébastien Poisy. Et puis du coup d'un côté performance index, sur l'index UTMB ça a été défini à 890 et ça c'était pas arrivé pour Andy Simons depuis son Lavaredo en 2016, donc c'était quand même il y a plus de 10 ans, même s'il avait remporté en 2013, en 2023 le Welsh Trouble 110 km. On part du côté des Matésins. Ça date du week-end dernier, mais je voulais mettre en avant les perfs du côté de la Sky Race des Matésins, une des courses du circuit skyrunning les plus relevées habituellement. Donc même si Fred Tranchant était un petit peu au-dessus du lot cette fois, il gagnait 4 minutes d'avance. On a ensuite quand même bien eu une belle densité avec 9 hommes en 3 minutes, 9 hommes en 3 minutes pour compléter ce top 10. Donc vraiment une course de haut niveau du côté des Matésins. Et puis chez les dames, on a vu Malène Ossa s'imposer. On a d'ailleurs hier partagé, pour la petite anecdote, une séance dans le Semnoz, une Spézé Gamma à une semaine de la classique basque avec les copains, et je peux vous dire que Malène est en forme, mais ce que je voulais souligner c'était la seconde place de Eva Delafosse. J'ai l'impression que la petite colibri a vraiment bien franchi un cap cet hiver à l'entraînement après sa 5e place au France de Trail Court. Elle confirme bien, très très, très solide la petite colibri. Juste, je rebondis aussi la très très belle performance de Lucien Mermillon, un 4e, et qui était encore en 2e position à environ 1 km de l'arrivée. Donc le pensionnaire du team Rossignol qui s'impose comme une valeur sûre sur ses parcours techniques. Mais il va devoir travailler un petit peu le plat, mais ça me surprend pas en tant que il vient de Giron hein, aussi comme Damien Imbert, et puis il vit aussi une partie du temps à Grèce-en-Vercors dans le Triel, donc des endroits où il n'y a pas beaucoup de plats. Ce n'est donc pas étonnant qu'il ait quelques petites lacunes dans ce domaine. Et puis moi je reste sur la course en montagne avec Romain Discher qui a remporté son premier titre de champion de France de course en montagne après 2 troisième places. La force tranquille, un garçon très humble et toujours souriant, qu'on connaissait bien sûr, très bon descendeur avec son passé d'orienteur, et qui a passé un énorme cap en montée où il est aujourd'hui au niveau bien sûr des tout meilleurs français. Et c'est un des seuls d'ailleurs qui aura l'honneur au championnat d'Europe de course en montagne début juin de doubler les épreuves avec la montée sèche et la montée descente, puisque 2 jours avant le championnat de France, il avait réalisé une magnifique performance sur la course de sélection de la montée sèche. Une montée sèche d'ailleurs qui a mis en avant aussi un jeune coureur encore très peu connu du team Merel, Gaspard Ravo, qui a rattrapé sur la toute fin du parcours Théodore Klein et qui a été officiellement sélectionné en équipe de France de course en montagne sur le format uphill, donc qui était d'ailleurs Gaspard sur les Matésins, et pour ceux qui ont suivi le live, qui est parti à bloc devant Fredo Tranchant. Donc voilà, un coureur à suivre qui est encore très jeune. Donc c'est comme Lucien, c'est des jeunes coureurs qui sont en train de montrer le bout de leur nez, qui sont en train de renouveler un peu les pelotons, et ça c'est toujours chouette à voir. On va pouvoir passer aux 2 événements du week-end qu'on a retenus, et on va pouvoir recevoir du coup notre invité du jour juste après, parce qu'on va quand même faire un petit débrief des France de montagne où tu étais présent, Nico, et moi aussi. Près de 700 athlètes réunis, un record d'engagement sur les catégories jeunes, énormément de départements représentés par les clubs venus de toute la France et même d'outre-mer. Je voulais faire un petit point sur le fait qu'on parle souvent des France de cross comme d'un événement qui réunit un panel très large de spécialités, du routard, du pistard, du montagnard. Et ben on se rend compte que c'est exactement la même chose aux France de montagne, et principalement chez les jeunes, où les formats de course qui sont proposés autour de 30 minutes permettent à tout un tas d'athlètes de venir y participer, d'y être performants. J'ai noté quelques exemples assez marquants cette année. La championne de France cadette Elina Mille, qui a terminé 5e cadette aux France de cross, licenciée dans les Hauts-de-France, qui m'a dit à la fin de la course qu'elle faisait pas du tout de montagne, et malgré tout elle a réussi et de dénivelé, et malgré tout elle a réussi à devenir championne de France cadette. Chez les cadets hommes, 2e place de Gaspard Petit, licencié à Gap, qui a été champion de France cadet de cross. Maxence Ball, licencié à Font-Romeu, lui champion de France cadet cette année de course en montagne, qui tentera aussi la sélection pour les Europes sur 2000 mètres steeple. Donc voilà, un coureur hyper complet. Basile Astier, vainqueur chez les juniors, qui a terminé 8e junior aux France de cross,
et qui a réalisé 31,45 au 10 km. Des exemples comme ça chez les jeunes, il y en a un paquet, mais je trouvais que c'était important de le souligner puisque c'est un mélange des genres et des disciplines que je trouve toujours hyper intéressant. Et le fait aussi que les jeunes se spécialisent pas tout de suite sur des formats très précis. Et puis, comme je l'ai dit, un mix de clubs venant de toute la France, plaine, moyenne montagne, haute montagne, une véritable fête du running. Nico, tu veux réagir? Ouais, juste pour rebondir sur ce que tu as dit, hein, on rappelle la course en montagne, c'est quand même vraiment une discipline athlétique. Hein. Là, sur le parcours, il y avait notamment pour la course des élites un passage un peu plat après le start, donc vraiment d'ensemble de qualité, une descente qui alternait les parties rapides et des parties un peu techniques. Donc c'est vraiment une discipline qui est très très athlétique. Donc ça, c'est pas étonnant aussi de retrouver tout ça. Et puis finalement, je pense que c'est aussi un plaidoyer pour la polyvalence parce qu'on voit que les coureurs qui font le choix de s'exprimer un peu partout gagnent en polyvalence, en qualité motrice. Et je pense que quelle que soit sa discipline, c'est hyper intéressant. Exactement. Et du coup, ces championnats de France, les supports de sélection pour les prochains championnats d'Europe de course en montagne qui auront lieu, de course en montagne et de trail maintenant, qui auront lieu le début juin du côté de la Slovénie, avec à noter 7 Auvergnats, 7 athlètes licenciés en Auvergne qui ont été sélectionnés. Je vous fais rapidement. Non, je vous le fais pas parce que ça va être trop long. Mais du coup, on mettra peut-être le lien en description. J'invite toutes celles et ceux qui sont intéressés pour connaître l'effectif complet des sélectionnés à se rendre sur le site de la FFA où vous aurez toutes les informations. Comme ça évite de faire trop long ici. Et puis du coup, on va pouvoir enchaîner directement avec la Transvulcania qui cette année réunissait un énorme plateau international, une densité de maboules aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Quelques noms: David Sinclair, Ben Diman, Nadir Maguet, Peter Engdahl, Andreas Reiter, Raoul Boutacci, Théo Détienne, Yoann Bojar, Robin Juaguier, Lothar Etuli, Gauthier Bonnecarrère, Damien Imbert, notre invité, Jia Shengchen, pour ne citer que. Et chez les femmes, Blandine Hirondelle, Lucie Bartholomew, Azara Garcia, Emily Forsberg, Daniel Omous, Meria Ponce ou encore Gemma Arenas. Margot, Nico, juste avant de recevoir Damien, vous qui étiez sur place, racontez-nous un petit peu comment c'était. Déjà peut-être nous parler un petit peu de la météo qui peut souvent jouer un grand rôle dans les chronos, les défaillances chaque année, et je crois bien que cette année les coureurs et les coureuses ont été chanceux. Et je vous fais un petit résumé rapide. Une Transvulcania dans la lignée du début des années 2010 où elle était légendaire avec Luis Alberto, Kilian Jornet, Sej Kanadek, Dakota Jones ou aussi chez les féminines Dan Nilsson, Nouria Pica, Selmy Forsberg. Un immense plateau donc cette année et des chronos stratosphériques sur cette édition 2026. Dur de trouver les données météo pour comparer avec d'autres éditions. Néanmoins, tout semblait réuni en 2026 pour que ça aille très vite. De la pluie les jours précédents pour donner un peu de cohésion au sable dans la première montée. De la fraîcheur sur les crêtes puisqu'il faisait 2,5 degrés en température minimale au sommet et autour de 10 degrés au moment du passage de la tête de course masculine. Évidemment, un plateau de dingue. Et puis, notre invité qui est parti très très vite, qui passe seul au premier ravito, puis qui garde la tête. Bon, il nous racontera tout ça, je crois, jusqu'à El Pilar ou un peu plus loin. Où le futur vainqueur David Sinclair pointe en sa compagnie. Et puis sur le haut du parcours, retour à l'avant de la machine Peter Engdahl qui a pris une prépa marathon pour Boston, a visiblement bien réussi sa transition vers le trail. Sur le haut du parcours, donc Peter Engdahl qui prend la tête et mène le duo avec David. Peter me semble bien frais à ce moment-là, je m'attends à le voir gagner, mais non, c'est bien David qui s'envole dans la descente et qui coupe la ligne dans un fantastique chrono de 6h32. Peter qui conserve la deuxième place et puis le podium est complété par Nadir, mais juste derrière, Damien arrivera et va nous raconter tout ça. Puis chez les filles, Blandine Hirondelle semble partie pour un cavalier seul puisqu'elle a 4 minutes d'avance à Elreven Todd. Toutefois, gros retour de Lucie Bartholomé sur le haut. Elle fait son retard, elle va même dépasser Blandine à l'approche du Roquet. Moi, je suis sur ce point-là pour faire l'assistance de Blandine. On fait Ravito Express. Quelques mots pour motiver Blandine. Par la suite, vous la connaissez. Grosse descente de Blandine qui déploie ses ailes et s'envole vers la victoire. Lucie qui résiste très bien et prend une magnifique seconde place avec un immense chrono aussi. Et puis le comeback au plus haut niveau de Emily Forsberg qui court presque à son meilleur niveau sur cette course. Margot, toi rapidement, toi qui as vécu la course de l'intérieur, tu nous as dit que c'était magnifique, sûrement peut-être l'une des plus belles courses au niveau
paysages que tu as pu faire. Toi, comment tu as vécu la course, même d'un point de vue météo? On a vu quelques images où pas mal d'athlètes avaient mis la veste quand même sur le sommet pour se couvrir du froid. Toi, comment t'as géré ça? Nous, on est arrivé du coup 3 jours avant la course et c'est vrai que les nuages restaient quand même bien accrochés sur les sommets. On est allé repérer un peu vite fait en haut, mais on n'a jamais rien vu on n'a jamais vu aucune vue. C'était vraiment vraiment couvert, donc j'avais vraiment déjà hâte de prendre le départ avec cette météo juste pour expérimenter les sentiers avec le soleil. Et ouais, effectivement, dans la montée déjà, moi j'ai mis la veste parce que ça commençait à souffler. C'était pas non plus une énorme caillante, hein, c'était juste histoire de pas se refroidir et de traîner un truc sur le reste de la course. Et ouais, non, c'était des paysages, enfin, vraiment grandioses. Pour le coup, moi, j'ai un peu eu du mal à me rentrer dedans, mais la course enfin, c'était tellement beau. Il y avait tellement de gens que je reconnaissais sur le parcours et tout que, enfin, ça reste, je pense, la plus belle course que j'ai faite de toute ma vie, alors qu'en termes de performance, entre guillemets, même à mon petit niveau, c'est pas vraiment ce que j'aurais voulu faire, mais c'est la plus belle expérience de course de ma vie. Et puis c'était trop cool d'essayer de choper des infos de ce qui se passait devant. Dès que je voyais des potes, je demandais qui est devant chez les filles, qui est devant chez les garçons. Donc même de vivre la course de l'intérieur en mode c'est Blandine qui est devant et Lucie qui est repassée et machin et Damien, et je me disais waouh, mais c'est un truc de malade qui est en train de se passer. Et même avant la course, j'avais autant hâte de la suivre, de la courir, que le seum de pas la suivre ou de pas la courir. Et puis quand je voyais tous les collègues photographes à certains points, je me disais mais là ils sont en train de se régaler, c'était tellement beau. Et là, au plus je vois des images qui sortent, je me dis faut que je revienne la shooter cette course. C'est Franchement, c'était presque une expérience spirituelle d'être là-haut à cette heure-ci au lever de soleil avec ces paysages et cette nature tellement folle. Donc ouais, j'ai presque pas les mots pour décrire la beauté de ce que j'ai vécu là-haut, quoi. Ouais, le lever de soleil sur le Teide, c'est quand même quelque chose dans Ouais. la première montée. Moi, c'est un des plus beaux souvenirs. J'ai vraiment encore cette image de ma première participation ici qui est marquée, cette vue sur le Teide. C'est vraiment une île incroyable. Je pense que c'est la plus belle des îles Canaries, qui est restée assez sauvage. C'est une réserve de biosphère aussi. C'est vraiment incroyable comme île. Et puis, comme c'est pas une île très grande, on arrive presque à en faire le tour hein, sur cette course-là, avec une distance qui reste raisonnable. Donc c'est vraiment incroyable. Ceux qui ont la chance de l'avoir vécu reviennent souvent en disant que c'est l'une des plus belles courses de la planète. Et bah pour continuer notre échange sur cette magnifique Transvulcania, on a la chance de recevoir l'un des grands protagonistes de cette course, Damien Humbert. On l'a dit, quatrième de la course. Damien, merci beaucoup d'être avec nous. Comment ça va ce matin? Salut à tous, merci à toute l'équipe pour l'invitation. Ce matin, ça va bien, les jambes plutôt correctes, donc ouais, je marche normalement. Il y a donc qui sur un petit nuage en ce moment. Bon, c'est une course que tu portes dans ton cœur et sur laquelle tu avais déjà réalisé l'une des plus belles performances de ta carrière avec ta deuxième place en 2023. Cette année, je l'ai dit, quatrième place avec un chrono abaissé de 26 minutes et aussi de 8 minutes, on peut dire, sur le précédent meilleur chrono réalisé sur la distance. Même si, comme on va le voir avec Nico, le parcours est, semble-t-il, plus rapide cette année. Il l'a déjà un petit peu mentionné. Avant de rentrer dans le détail de la course, raconte-nous, est-ce que tu t'attendais à réaliser une aussi grande performance ce week-end? J'avais des bons signaux avant la course, donc j'avais un plan de course quand même entre 6h50 et 7h10. L'objectif pour moi, c'était de battre mon meilleur chrono. Ouais, j'avais il y avait une petite part de moi qui pensait pouvoir le faire, mais il y avait aussi pas mal de doutes. Ça fait longtemps que j'ai pas couru à ce niveau-là. J'ai eu quand même des bons soucis de hanche en fin de saison dernière, encore une fois. Donc ouais, c'était très incertain, mais la forme, en tout cas, elle était là et je sentais que je pouvais faire quelque chose, quoi. Justement, depuis, on va dire peut-être 2 saisons, tu connais plutôt des saisons en demi-teinte, ça marqué par les blessures, avec malgré tout quelques coups d'éclat sur certaines courses, mais évidemment, du fait des blessures, assez peu de régularité. Quel bilan rapidement tu dresses, toi, de ces dernières années où tu t'as fait un peu le yo-yo au niveau de la forme et des blessures? Ouais, ça a été 2 saisons compliquées globalement. Ça fait depuis la CRS du Mercantour en fait en 2023 où j'ai eu une déchirure en fait du grand droit.
abdominale qui a déclenché tout un cycle de pubalgie que j'ai traîné en fait depuis ce moment-là. Et je pense que ouais, globalement, c'est dû à ça. Donc, et puis après aussi, bon, je m'étalerai pas trop dessus, mais en termes d'entourage, je me sentais pas forcément entouré comme j'avais envie pour performer. Ouais, je me suis précipité dans l'entraînement début 2024. Je suis retombé dans la blessure. En fait, j'avais atteint un niveau de forme dont j'ai pas pu profiter. Et là, j'ai retrouvé un équilibre qui me convient très bien. Donc, je pense que pour la suite, ça va. J'espère pouvoir rester sur cette constance-là et puis être bien plus régulier. En tout cas, c'est ce que je mets en place pour quoi. Bon, tu t'es parti, Nicolas dit, devant sur la course. On avait déjà vu ça de ta part. Je me rappelle notamment sur la CCC où t'étais parti en tête. Malheureusement, ça n'avait pas tenu. Donc nous, en tant qu'observateur, quand on suivait la course, on se disait bon, est-ce que cette fois-ci ça va tenir? Bon, on avait quand même ton précédent sur cette course qui était en ta faveur puisque tu avais déjà réalisé un très beau chrono, une très belle performance. Raconte-nous toi stratégiquement sur la course. Est-ce que c'était prévu de partir devant? Est-ce que tu penses que c'est judicieux de partir devant et de pas rester avec les groupes derrière? Voilà, raconte-nous un petit peu toi est-ce que c'était prévu au départ? Raconte-nous. Ouais, alors ouais, j'ai fait pas mal de visualisations, notamment pour cette première partie là que j'apprécie bien. C'est des pentes qui me correspondent bien aussi, donc j'avais prévu quand même d'être plutôt devant. Après, vu le plateau, c'est un peu dur de savoir. Hein, ça se trouve, je me suis dit, il y en a qui vont en suivre, il y en a qui sont devant. Donc, mais le but, c'était de me mettre dans ma bulle. Donc, en fait, je me suis fait un petit peu enfermer au départ. Et j'ai contourné un petit peu le peloton. Et puis après, je suis revenu au niveau de la tête. Théo qui a commencé à discuter un peu. Je me suis dit, bon, c'est bien, je suis pas là pour discuter. Donc, donc je suis parti devant. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai pris la tête. Et je me suis mis dans ma bulle, dans mon rythme que je trouvais bon. Et, euh, et puis après, ouais, c'est à partir d'El Pilar que je me suis dit, ouais, on a un sacré avance sur mes temps de passage en fait. Et je me sentais très bien, mais ça me faisait presque un peu peur quoi, à ce niveau-là. Je me suis dit, j'étais dans mes temps du semi-marathon en 2024. Donc là, ouais, c'était quand même vraiment rapide. Raconte-nous un peu, c'est à quel moment que tu perds un peu le contact avec la tête de course? Comment ça se passe sur la fin de la montée? Alors, ouais, en fait, la tête de course, en gros, on passe quasiment ensemble à El Pilar avec Ben et David. Et puis ensuite, en fait, au niveau du ravitaillement, je prends un peu plus le temps et ils sont passés devant, donc peut-être 20-30 mètres devant. Et j'ai gardé un peu l'écart sur toute la portion roulante qu'il y avait entre El Pilar et Raventon. C'était une portion de 7 km, je crois. Et en fait, j'ai rattrapé Ben, qui était pas très bien à ce moment-là. Je l'ai loupé. Et moi, j'ai eu des petits soucis d'estomac en fait à ce moment-là. Donc, j'ai dû faire une grosse pause technique. Et ouais, je me suis mis sur le côté. Et quand je suis revenu sur le sentier, en fait, je suis revenu juste devant Peter Engdahl. Donc là, j'avais perdu contact avec David, avec qui j'étais au moment où je suis sorti du sentier. Et ouais, c'est là, je pense que je perds le plus de temps en fait au niveau du rythme. Mais je me suis bien réenclenché, j'ai repris Ben et ensuite c'est Peter qui quand il est passé, il était juste incroyable quoi. Enfin, il m'a dépassé. Ouais, il avait l'air tout léger, il était facile. Donc là, je me suis dit, bah, je vais le laisser partir, pas me mettre dans son rythme, garder mon rythme. Et c'est à ce moment-là que je me suis retrouvé un peu esselé. Et je pense un peu avant Pico de la Cruz. Je me suis retrouvé tout seul, mais je voyais que Ben, il n'arrivait pas à suivre non plus. Donc là, j'étais un peu dans mon rythme tout seul. Voilà, c'était à ce moment-là. Ça fait plaisir de t'entendre raconter une course comme ça aux avant-postes et de te voir retrouver ton niveau. Je me demandais, t'as fait quoi un petit peu à l'entraînement cet hiver? Est-ce que tu peux donner une image globale de à quoi ont ressemblé ces derniers mois pour arriver avec une forme comme ça? Et est-ce que t'as changé des trucs récemment qui pourraient expliquer un petit peu cette nouvelle, enfin ce retour à la forme? Et ben, cet hiver, ouais, je suis plutôt revenu en fait à ce que je faisais avant. Donc, pas mal de ski de fond, un peu de ski alpinisme aussi, parce que j'ai fait la patrouille des glaciers, mais je pourrais pas dire que je l'ai vraiment bien préparé. Mais en tout cas, j'avais la forme pour la faire.
Mais ouais, pas mal de ski de fond. Globalement, j'ai essayé de faire le volume sur les skis en début d'hiver et j'ai rajouté le petit changement, c'est de la piste. On a une nouvelle piste sur la commune de Valseraude là qui est flambant neuve, donc j'en ai profité et je pense que c'est là où j'ai fait un peu de changement. Mais sinon, ouais, j'étais très prudent en début de préparation, donc janvier je faisais très peu de volume, février j'ai commencé un tout petit peu à augmenter et c'est vraiment mars, le mois de mars où j'ai commencé à m'entraîner plein volume, on va dire, parce que ouais, j'avais peur vraiment de retomber dans la blessure. Et puis sinon, pas de changement majeur. J'ai un nouvel entraîneur avec qui on discute beaucoup. Par contre, on échange énormément sur les méthodes d'entraînement, sur ce qui me correspond. Et puis globalement, en fait, j'ai l'impression de faire un retour sur ce que je faisais plutôt avant 2023, quoi. Donc des bons hivers sur les skis et une transition assez progressive vers la course à pied, quoi. Combien? Juste, on peut faire un petit retour rapidement. On a parlé du fait que les parcours étaient un peu différents. En fait, en gros, le parcours actuel ressemble beaucoup au parcours du début des années 2010, avec, je pense, un petit changement tout à fait au début, mais qui se rééquilibre avant Los Canarios. Donc, les chronos là sont quand même assez comparables, notamment, je pense, avec le record de Luis. Je me rappelle plus quelle année quand il avait fait 6h52. Mais en effet, au milieu des années 2010, on avait une allonge vers le Pico de la Nieve, pour ceux qui connaissent, qui a rajouté 9-10 minutes au parcours. Donc voilà, c'est pour ça, hier, je fais une petite story pour faire mon classement officieux des meilleurs Français. Mais quel que soit le parcours, Damien mène haut la main ce classement. Très très fort. Et on va te voir où, du coup, sur le reste de la saison? C'est quoi tes objectifs cette année? Et la suite de la saison, alors je vais faire des courses de montagne en préparation. Les Rives Molaison, ça va être mon prochain dossard. J'aime bien la faire, puis voir si j'améliore mon chrono. Et sinon, ça va être en objectifs principaux, il y a la Restonica, le 69. Et ensuite, je vais aller sur la CCC. Et fin de saison, je suis sur l'hivernal des Templiers. Toujours des formats ouais, 100K, mais le gros objectif, ça va être la CCC. Donc ne pas exploser, ne pas vomir. Voilà. On te souhaite de passer en tête en haut de la première bosse, puis de garder cette place avant. J'essaierai ouais, peut-être de plus me contrôler au départ, c'est certain. Ça peut être pas mal. Bon, mais en tout cas, merci énormément à toi d'être venu dans le podcast. Messieurs, vous avez une dernière question pour Damien? Ou on peut le laisser profiter du soleil aux îles Canaries? Juste pour lui dire qu'il peut s'inspirer, je pense, de cette course pour être confiant pour la CCC, puisque le vainqueur cette année de la Transvulcania, on le rappelle, terminé deuxième l'année dernière de la CCC, l'Américain relativement peu connu David Sinclair. Ouais, bravo à toi, Damien. Ça fait plaisir de te revoir au plus haut niveau. Après, comme on l'a dit, quelques années un peu plus compliquées. Je me rappelle, on s'était rencontrés à Giron, d'ailleurs, dans le Jura, il y a un sacré paquet d'années. Et j'avais vraiment rencontré quelqu'un de très gentil, de très humble et surtout avec quelqu'un avec un très gros moteur. Donc, c'est très chouette de te revoir au plus haut niveau et surtout d'avoir trouvé un environnement et un équilibre qui te convient mieux. Donc bravo pour ça. Et puis, on va suivre la suite de ta saison avec grande attention. Grand merci en tout cas. Tu peux rester pour la prochaine section si tu veux jouer avec nous. C'est le jeu du Qui suis-je. Il faut deviner, il faut en faire parler ta culture trail. Là, je reste. Allez, c'est parti. J'écoute pas mal de podcasts. Et bah c'est parti. Attention. Quand même, ça fait plaisir. Justement, le petit retour du jeudi qui suit. J'ai eu le temps de bosser un petit peu. Il y aura que 4 personnes à découvrir aujourd'hui et non 5 comme d'habitude. Petit rappel des règles malgré tout avant de démarrer pour celles et ceux qui découvrent le jeu. Je vais vous énoncer plusieurs affirmations à la suite concernant une personnalité du trail. Le but étant d'arriver à deviner qui est cette personne. Vous pouvez m'interrompre à chaque fin d'affirmation lorsque vous pensez avoir trouvé la réponse en me donnant votre prénom. Et dans ce cas-là, je vous donne la parole. Si vous vous trompez, vous n'avez plus le droit de jouer sur la personne en cours à deviner. Donc je l'ai dit, un total de 4 personnes à trouver avec un point commun qui les relie entre elles à trouver pour avoir un point bonus. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Ouais. Allez. Alors, première personne. Je suis né la même année que votre animateur préféré en 1996. Il fallait pas donner la date? Mais pourquoi? Parce que ça faisait la culture de l'équipe, savoir ta date de naissance. Ah oui, c'est vrai. Mais ouais, ça aurait été un peu chaud quand même. Bon, dommage.
Je suis originaire de Sisteron, belle et charmante Nico. commune des Alpes de Haute-Provence. Il y a beaucoup d'habitants, là, imprenable. Sisteron. Je suis sûr, il l'a en plus. Vincent Esmiol. Bonne réponse. Oh là là. D'accord. Je continue. En mars, j'ai participé au championnat de France de trail court en format loin de ma spécialité puisque je suis principalement un coureur d'ultra trail. Je termine malgré tout à une belle 11e place. Je viens de remporter le Mute à Madère. Je suis Vincent Esmiol. Est-ce qu'on déciderait pas de faire arrêter de jouer Nico Faut lui qu'il mettre ait un peu de handicap, c'est pas suspense. possible. Ah ouais. Eh, Nico, ce qu'on fait, c'est que potentiellement, t'as pas le droit de parler en premier pour le prochain. Faut que t'attendes que quelqu'un fasse une proposition. On va faire ça. Allez, comme ça te donne un petit malus. Deuxième personne. Je suis né le 17 novembre 1995 à Versailles dans les Yvelines. Ma première sélection en équipe de France remonte à 2014, et grâce à mon titre de championne de France junior de course en montagne au Chambon-Feugerolles. Mathieu. Mathieu. Élise Pensée. Ah putain, ouais. Très bonne réponse de Mathieu Delpech. Magnifique. Tu l'avais, Nico? J'étais pas sûr. Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille, Matt? Mais je sais qu'elle est de la région parisienne et après course oui. en montagne, et j'ai trouvé. Ouais. Je compte aujourd'hui 9 sélections en équipe de France, 7 en senior et 2 en jeune, ma dernière remontant au championnat d'Europe à Annecy en 2024. À ce jour, ma meilleure performance en bleu date de 2019 où j'ai terminé vice-championne du monde. J'ai remporté il y a peu le format 25 km du Ventoux UTMB. Je suis Élise Poncé. Très bonne réponse. Je rejoue là où j'attends. Non, tu gardes ton malus. À vie. Sinon, ce qu'on fait, c'est que du coup, là, Mathieu, tu prends aussi le malus. Ok. Allez. Donc ça va être à Théo et Margot et peut-être à Damien d'être bon. Troisième personne. Je suis né aussi la même année que votre animateur préféré, en 1996. Je vous rappelle juste qu'il y a le point commun à trouver, hein, si jamais ça vous intéresse. J'ai été par le passé cycliste de haut niveau, puisque j'ai couru jusqu'en National 1. Théo. Vas-y Théo. Thibaut Attané. C'est une mauvaise réponse. Depuis quelques années, donc Théo, tu peux plus jouer. Mathieu. Et Quentin Melleux? C'est une mauvaise réponse. Mathieu, tu ne peux plus jouer. Depuis quelques années, je suis l'heureux titulaire d'un BTS diététique et d'un bachelor en nutrition sportive. Margot. Je termine l'affirmation, Ok. Margot. Et j'accompagne, grâce à mon diplôme, quelques athlètes de très haut niveau. Dans le trail, mais pas seulement. Jocelyn Guillot. Très bonne réponse de Margot Lemap. Allez. Jocelyn Guillot. Ah, j'ai le point commun. Attends. Donc j'avais mis, je suis diététicien au sein de la Groupama FDJ et je viens de remporter le format 50 km du trail niveau les Revards. Je suis Jocelyn Guillot, aussi nutritionniste de Bati Chassani. Théo, le point commun? Et Ouais, le ils ont frère tous de gagné le Anaïs. week-end dernier, non? Et le frère de Anaïs Guillot, tout à fait. Théo, t'as dit quoi? Ils ont tous gagné le week-end dernier. Élise, elle a gagné? Ouais, le 20. Ce n'est pas l'intitulé que j'attends pour le point commun. Ah, mais c'en est un quand même, non? Le Mute, Faut c'était dire- pas il y a 2 semaines, ça? Non? C'était le week-end dernier? Ouais, il y a sur 2 semaines, Ils ils ont n'ont pas tous tous gagné le même week-end, c'est sûr. J'attends il y avait un l'intitulé. week-end C'était d'écart. le dernier week-end d'avril pour le Mute et pour Élise, et c'était la semaine d'après pour Jocelyn au niveau les revards. C'est pas l'intitulé que j'attends. T'es sur la bonne voie en tout cas. Mais tu peux plus faire de proposition pour le point commun, malheureusement. C'est dommage. Allez, 0 point, nickel. Donc là, on est à un Nico, un Mathieu, un Margot. Bon, là, Alors on vu qu'il y joue en a que tous quatre. maintenant. Oh ouais, on rejoue tous. Du coup, c'est suspense. Mais Damien, puisque- tu peux enlever ton mute? Je suis en mute là. Non, non, on t'entend pas. Damien, il est fatigué, c'est pour ça. Il y a que des experts aussi. Franchement, c'est dur. Hein. Ouais, c'est dur. Alors, quatrième personne, du coup, qui va potentiellement déterminer qui remportera ce qui suis-je. Je suis né le 3 novembre 1999 à Strasbourg. Or, je débute ma carrière de coureur en 2011 au stade Laurentin, dans la région PACA. Je suis toujours licencié dans la région, mais désormais au Team Provence Endurance, un club avec qui j'ai connu mes premières grosses victoires, en devenant même champion de France junior de course en montagne en 2018. Je compte une sélection en équipe de France de trail, c'était lors des Europes à Annecy en 2024. Nico. Nico, Putain, merde. 3, Non, 2, j'ai pas. aïe, le choc Pas de revenu. Nico. Personne là? Ah, ils ont peur, ils sont pas de prendre de risques. Il me reste une dernière Ah si, je l'ai en fait, putain, merde. qui révèle un petit peu. On va voir si vous suivez l'actualité. Je viens tout juste, il y a quelques semaines, de remporter l'Innsbruck Alpine Trail Run Festival sur le format 42 km. Ah, Margot. Théo.
Margot. Est-ce que peut-être la première victoire de Margot? Hugo? Hugo comment? Deck? Très bonne réponse de, Oh, putain. de Margot Le Map qui remporte Improbable. ce qui suis-je. Effectivement, je suis Hugo Deck. Mais, attendez, parce qu'elle remporte le quiz. Mais si quelqu'un me trouve le point commun, ça peut égaliser. Ou Margot peut enfoncer le clou en remportant un 3e point. C'est quoi le point commun? Théo était très proche. Ils ont gagné leur première course, c'est de la course de rentrée. Alors, je suis pas allé aussi loin, mais en tout cas, mon point commun, c'était j'ai déjà remporté une course en 2026. Ouais, mais du coup, Théo l'avait. Ouais, Bah, il a dit Théo, le il week-end l'avait. dernier. Il a dit le week-end dernier. Oui, mais du Ouais. coup, T'es dur là. Hein. ouais, non, c'était moi, j'accorde ce point à Théo. Alors, c'est moi qui C'est fais les Margot qui règles. a gagné. Je n'accorde pas le point à Théo. Mais si. Bref, en tout cas, Margot Le Map, première victoire sur ce qui suit. Magnifique. Bravo, Margot. Putain, mais Merci. j'ai bugué parce que Hugo, je Joli, l'ai hein. retrouvé juste après. Mais Ouais. Je savais pas qu'il était né à Strasbourg. Si, il est alsacien, ouais. Énorme. Ouais. Eh ben, super. Eh ben, bravo Damien, en tout cas. Je sais même pas si vous avez entendu, je pense que je suis en décalé, mais je l'avais. et on le respecte parce qu'il a fait 6h43 sur ce parcours-là et c'est strato. C'est lequel que t'avais, Damien? C'est Hugo, je l'avais, mais ça bug. J'ai l'impression que je suis en décalé un peu quand même. Ouais, Ouais, Ah. la connexion est pas incroyable, ouais. C'est très beau là-bas, mais il n'y a pas de connexion. C'est ça, voilà. Eh ben, magnifique. On va pouvoir passer à notre dernière rubrique. Vous en avez l'habitude, les recos de la quinzaine by Uptrack. Et on commence tout de suite avec la reco de Théo. Ah, je voulais rebondir sur la tienne. Bon, du coup, je confirme celle que tu vas nous donner juste après. Et de mon côté, je vais conseiller les vidéos très cinématiques d'Adrien Collin qui s'est lancé il y a peu de temps sur YouTube. Il se définit sur sa bio YouTube comme un gars normal qui documente son quotidien entre passion pour les images, pour la montagne et pour le sport. C'est des vidéos assez cinématiques où il prend pas mal la parole, un peu sous forme de vlog. Et en gros, si vous aimez un peu les vidéos du style de Simon Duguay, ça devrait vous plaire. Donc, je vous conseille sa chaîne YouTube qui s'appelle AD The Call. Je sais pas comment on prononce. Tu l'écris comment? AD, The, T-H-E et Call, C-O-L. Magnifique. Nico, ta reco? Et vous savez que j'adore la géographie, donc un petit reportage sur un projet de parc national au cœur des monts Fagaras, dans le massif des Carpates en Roumanie. On suit les fondateurs d'une fondation, c'est un reportage d'Arte dans un projet qui consiste à créer le plus grand parc national d'Europe. Et notamment comment les visions des différents habitants locaux se croisent avec une opposition assez vive d'une partie des habitants et des images magnifiques qui donneraient envie d'aller traîner ses baskets dans ce coin d'Europe que je connais pas. Donc un reportage d'Arte qui est disponible sur YouTube. Margot, ta reco? Moi, c'est le dernier album de Tilassine qui vient de sortir là tout récemment. Parfait pour les sorties longues, très contemplatives. Ça va pas donner le ton pour des grosses séances, mais pour les sorties longues qui vont arriver et le début de l'été, c'est parfait. Mathieu? Je vous recommande globalement le travail de Mathieu Lambert, un des cofondateurs de Cycliste Performance, donc une structure d'entraînement dans le vélo, et aussi un podcast qui est d'entraînement qui est assez intéressant. Et là, je suis retombé récemment sur son travail assez régulièrement parce qu'il a lancé un nouveau petit format sur son compte Instagram perso, Mathieu Lambert, où il emmène sur des petits vlogs à l'entraînement et à la fois il donne des conseils pendant ses sorties. Donc c'est un format qui marche super bien, c'est dynamique, c'est des choses faites simplement, mais en tout cas, on apprend toujours un petit truc sur l'entraînement. Donc, allez suivre sur Insta Mathieu Lambert, cycliste élite et entraîneur passionné. Damien qui est encore avec nous, peut-être une petite reco musicale, podcast, peut-être de quelque chose que tu as l'habitude d'écouter. Tu n'as pas le droit malheureusement de recommander le trail qu'on aime, mais... En musique, j'écoutais juste avant la veille de la course, là, Angèle, What You Want. Et en fait, c'est l'instru qui est hyper inspirante et ça me revenait dans la tête pendant la course, tu vois. Et c'était super inspirant pour courir. Et je pense que, tu vois, une belle vidéo des paysages avec l'instru de musique, ça peut être pas mal. Magnifique. Et puis moi, je termine avec l'interview de Baptiste Chassagne avec Vincent Louis qui a été publié sur YouTube. Moi, j'aime beaucoup regarder les images d'interviews un peu plus longues, même si ça peut aussi s'écouter en podcast. Et ce qui fait, selon moi, la qualité d'une grande interview, c'est la pertinence des questions, bien sûr, mais aussi
l'harmonie qui se dégage entre l'intervieweur et l'interviewé à travers des échanges sincères et transparents. Et ben dans cette interview, pour le coup, tout y est. J'aurais même adoré que ça dure 1 heure, voire 2 heures de plus, tellement c'était intéressant. On apprend énormément de choses sur Vincent Louis, notamment sur sa personnalité, donc c'est super intéressant. Foncez écoutez ça sur YouTube ou en podcast. On a fait le tour les amis. C'est tout bon. Ça fait. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup à Damien d'avoir été présent avec nous. Bonne fin de saison. Profite bien de tes dernières heures sur l'île de La Palma. En tout cas, ça nous a fortement donné envie, je pense, et ça a dû donner aussi envie à nos auditeurs et auditrices d'un jour aller découvrir cette magnifique île, en potentiellement y allant en bateau de préférence. On vous dit à très vite. N'hésitez pas à nous faire, comme d'habitude, des petits messages sur le canal YouTube X ou si vous avez des questions, à nous contacter sur nos Instagram respectifs. On se fera un plaisir de vous répondre. D'ici là, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao. 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 Salut. À bientôt. Merci. Salut l'équipe. Prochaine. Merci pour l'invitation. Et puis, ouais, en bateau, ça se fait bien, mais c'est long. Merci Damien. Ciao.